Bonjour tout le monde. Donc, on y va avec la section 8.2 dans le chapitre 8 en physique mécanique sur les formes d'énergie. Je vais me prendre un petit crayon. Donc, on nous dit au numéro 1, donc on commence avec des faciles, quelle quantité d'énergie cinétique possède un sprinter qui a une masse de 75 kg, qui va courir sur une distance, bon, on va mettre delta X, en un temps, delta T, de 10 secondes. Fait qu'on cherche la quantité d'énergie cinétique. On se rappelle, énergie cinétique, c'est symbolisé par EK. On y va avec notre formule. Donc ici, on va aller voir qu'est-ce qui nous manque. Le but, on va aller là, c'est d'aller chercher, donc d'aller calculer le 1/2 fois ma masse fois, donc ma vitesse que je ne connais pas. Fait que je vais commencer en premier par aller chercher ma vitesse. Vu que la vitesse, ben, court de façon régulière, donc ça veut dire qu'on a un MRU, ben, je peux employer ma belle vieille bonne formule de la vitesse, donc qui est ici. Fait que je vais faire tout simplement la distance ou delta x, là, comme on veut, divisé par le temps. Ça me donne ma vitesse que je vais aller mettre ici. Et là, on fait attention quand on met donc les unités, c'est tout de suite après le 10. Et tout ça, le 10 mètres par seconde, tout ça est à la 2. Propriété d'opération, hein, on fait l'exposant avant. Et ça me donne des joules. Fait qu'à savoir que des kilogrammes fois des mètres au carré divisé par des secondes au carré, c'est la même chose que des joules. Si on avait vu ça donc, en classe. Numéro 2, quelle est la puissance requise? Fait que je cherche le P pour faire passer une voiture de l'immobilité. Oh, fait que ça veut dire qu'il faut que je déduise moi-même que la vitesse initiale est de 0 à une vitesse finale de 90 km/h en un temps de 10 secondes. Puis on nous dit que la masse de la voiture est de 950. Avant de commencer, nous autres, on le sait hein, qu'on déteste ça, les kilomètres-heure. On va faire fois 1000 divisé par 3600 pour mettre ça en mètres par seconde. Fait que nous autres, si on va aller chercher la puissance, il y a une formule pour aller chercher la puissance qui est le travail divisé par le temps. Le temps, je l'ai, c'est 10 secondes, mais je n'ai pas donc le travail. Fait que qu'est-ce que je vais faire pour aller chercher donc le travail? C'est que vu que ma voiture bouge, ben là, donc l'énergie cinétique, fait que je vais aller chercher, parce qu'on se rappelle hein, que le travail est égal à la variation d'énergie. Dans notre cas ici, c'est la variation d'énergie cinétique. Donc, je vais aller faire tout simplement l'énergie cinétique initiale moins l'énergie cinétique finale. Habituellement, il y en a toujours un donc, qui est égal à 0, parce que je sais qu'au départ, ma vitesse initiale est de 0. Fait que 0 fois quelque chose qui donne 0. Fait que tout ce qui me reste, c'est ma vitesse donc finale, mon énergie cinétique finale. Donc, je vais faire 1/2 fois la masse fois ma vitesse finale au carré. Je simplifie donc le tout en soustrayant. Donc, on n'est pas obligé de faire le moins 0. Là, on se doute que ça va donner notre réponse. Le travail est égal à l'énergie. Fait que dans le fond, j'envoie mon travail ici, mon travail total dans le fond, qui va me donner 29 687,5 watts. Et on se rappelle que des joules divisés par des secondes, c'est des watts. Ce n'est pas un gros W là, comme admettons, travail, mais c'est un petit donc W minuscule là, pour watts. Fait que mon W là, sera un peu exagéré. Ici, on veut savoir que devient cette puissance en chevaux-vapeur. Le facteur de conversion entre les chevaux-vapeur et les watts, c'est que 1 HP est égal à 746 watts. Fait que dans le fond, moi, je cherche le nombre de HP lorsque j'ai ce nombre-là ici de watts. Donc, 29 687,5 watts. Je vais faire tout simplement un beau produit croisé. Donc, ça fois ça, je divise par mon 746 et je vais arrondir si j'ai à arrondir. Donc, il va me donner 40 donc, chevaux vapeur ou HP. Bon, fait que je m'en vais de l'autre côté. Dans un marché public, on nous dit une cliente place 6 bananes dans un plateau avec une balance à ressort suspendue à un plafond. Fait que, on s'imagine le contexte, là, comme ça. Donc, on a une banane, deux bananes, trois bananes, quatre bananes, cinq bananes, six bananes. Puis, on nous dit le ressort s'étire et le plateau, donc, descend. Comment l'énergie potentielle élastique du ressort varie-t-elle? Bien, l'énergie potentiel élastique, bien, lui, va augmenter parce que mon ressort va étirer, étirer, étirer de plus en plus. Et tout ce qu'il va vouloir faire, c'est reprendre sa place. Puis, comment l'énergie potentielle gravitationnelle des bananes varie-t-elle? Bien, en général, quand il y a une énergie qui augmente, donc l'autre va diminuer.
Pourquoi? Ben, c'est parce que je vais m'approcher du sol, fait que je vais être de moins en moins haute. On se rappelle que l'énergie potentielle gravitationnelle, c'est la masse fois le G fois la hauteur. Fait que si la hauteur est plus petite, mon énergie potentielle, elle est plus petite aussi. Numéro 4, quelle énergie potentielle gravitationnelle? Ah, ben moi, je cherche l'énergie potentielle gravitationnelle acquise par un alpiniste qui a une masse de 58 kg, qui va passer du niveau de la mer au sommet du mont Everest, dont l'altitude a une distance, une hauteur. Fait que là, on pourrait y aller en distance, hauteur, comme ça, donc hauteur là, de 8848 mètres. Moi, vous vous rappelez, hein, j'aime mieux cette formule-là, hein. Énergie potentielle gravitationnelle est égale à mgh. C'est beaucoup donc plus court comme ça. Fait que je vais faire la masse fois le g. Donc, j'imagine que je suis sur la Terre avec une attraction gravitationnelle de 9,8 fois ma hauteur et bingo. Donc, c'est joué. Donc, on se rappelle hein, qu'il y a des parce qu'ici, là, c'est des newtons par kilogramme. Hein? Fait que ça veut dire que les kilogrammes et les kilogrammes s'annulent. Fait que s'il nous reste des newtons fois des mètres, on se rappelle que des newtons fois des mètres, ça donne des joules. De toute façon, il faut juste retenir que l'énergie, c'est en joules. Numéro 5. Ça va bien, on continue. Quelle quantité d'énergie maximale peut être emmagasinée dans un ressort? Oh, fait que là, j'imagine que je parle de l'énergie potentielle élastique. Parce que quand on parle de ressort élastique, quelque chose qui s'étire, ben, c'est l'énergie potentielle élastique, dont la constante de rappel, K, est de 500 newtons par mètre, qui peut être comprimée sur une distance delta X de 30 cm. Premièrement, nous autres, on n'aime pas ça, les centimètres, on travaille en mètres, fait qu'on va aller tout simplement diviser par 100, ça dit centimètres, 100 mètres en tout cas, centimètres, donc on divise par 100. Mon Dieu, j'ai la misère à parler, donc aujourd'hui. Puis je vais aller chercher de l'énergie potentielle élastique. On se rappelle que c'est la même formule que la formule du travail, donc d'une force variable. Fait que je vais tout simplement l'appliquer. Une demi fois ma constante fois mon delta X au carré, puis qui va me donner 22,5 joules. Puis je m'en vais comme ça. C'est mon dernier numéro dans cette page-ci. L'autre côté, hein, on a un petit dessin. Fait que pour étirer un ressort sur une distance, fait que ma distance, c'est delta X, c'est écrit en bas, de 3,5 cm. Nous autres, on n'aime pas bien ça, donc les centimètres. On va mettre ça en mètres là, tantôt. Il faut appliquer une force, F, de 150 newtons. Fait que là, on nous dit quelle est la force nécessaire pour comprimer ce ressort, mais là, cette fois-ci, sur une distance, une deuxième distance de 2,25 cm. Bon, fait que là, dans le fond, là, on va aller tout de suite convertir nos centimètres en mètres en faisant fois 100. Fait qu'on passe en divisant, donc, excusez, donc par 100. Je vais aller changer ça, comme ça. Donc, divisé par 100, je divise donc ici par 100. Comme ça ici. Fait que là, dans le fond, moi, qu'est-ce que je vais aller chercher? C'est que je vais aller chercher donc la force appliquée. Fait qu'on se rappelle que la force appliquée par un ressort, donc c'est pas F est égal à MA, c'est pas F est égal à MG, donc c'est F est égal à K fois L. L, c'est l'allongement ou la distance dans le fond parcourue. Fait que si je vais aller calculer ça, ben, il me faut absolument la constante de rappel du ressort que je n'ai pas. Fait il va falloir que j'aille trouver ça en premier fois, ben c'est sûr, donc l'allongement. Donc, nous autres, on veut avoir un allongement donc à la fin, donc de ça, donc comme ça ici. Fait que je vais aller donc multiplier par l'allongement de mon ressort. Puis là, ben, on a tout simplement mis un négatif au lieu d'un positif parce qu'on le comprimait, donc au numéro là ici, donc A. Donc, si admettons qu'on ne mettrait pas un négatif, là, ça ne dérangerait pas. C'est juste qu'on n'aurait juste pas compris qu'on comprimait tout simplement, qu'on allait dans le sens inverse. Mais avant, ce ressort-là, ben, je ne connais pas sa constante de rappel du ressort. Fait qu'avec les données qu'on avait dans le dessin du haut, puis ma formule F est égale à K fois L, je vais aller isoler mon K, F sur L. Je vais faire 150 à la force appliquée pour comprimer une distance de 0,0335 m. Je vais avoir ma constante de rappel du ressort que je vais aller placer ici, donc à la bonne place. Fait que je vais me servir deux fois donc de la même formule pour arriver donc à mon résultat. Fait que c'est pas mal ça. Donc, l'autre côté, ici, on nous dit
quelle est la quantité d'énergie potentielle élastique? Donc, énergie potentielle élastique, donc c'est ça que je cherche, qui est emmagasiné dans ce ressort lorsqu'il est comprimé sur une distance delta X de 2,25 cm. Oh, fait que là, on est en centimètres. On va diviser donc par 100 pour mettre ça donc en mètres. Sinon, ça ne fonctionnera pas donc avec nos unités. On travaille toujours en mètres, en secondes, tu sais, tout le temps, tout le temps, tout le temps pour que ça fitte donc avec les autres. Puis, on va aller tout simplement calculer, choisir, hein, ça c'est sûr, donc la bonne formule. L'énergie potentielle, donc élastique. Ce n'est pas la même formule que l'énergie potentielle tout court, là. L'énergie potentielle, on se rappelle, là, ou potentiel gravitationnel, là, qui est mgh. Donc, ce n'est pas elle. Il faut catcher qu'on prend, dans le fond, la formule du travail, là, un peu adaptée, là, de l'énergie potentielle élastique. Fait que je vais faire 1/2 fois la constante que j'ai calculée donc tantôt, fois, ben, c'est sûr, la distance qu'on m'a donnée ici, que je vais mettre en mètres. Et tout ça, je vais mettre ça au carré. Et voilà. Donc, j'ai tout simplement ma réponse. Bing bang. Donc, c'est fait. Lorsqu'on appuie sur une pompe d'un distributeur de savon liquide, on comprime un petit ressort. L'énergie potentielle élastique, donc accumulée dans ce ressort, énergie potentielle élastique, est de 2,5 millijoules. Oh, fait que là, c'est comme, bon, c'est tout petit, là. Fait que moi, j'aime pas ça travailler en millijoules, là. Je vais convertir ça donc en joules en divisant donc par 1000, comme ça ici. Lorsqu'on comprime le ressort, donc sur une distance, delta X, de 0,5 cm. Voyons, on n'aime pas ça, nous autres, les centimètres. On va mettre ça donc en mètres en divisant donc par 100, fait qu'on travaille avec des petits chiffres. Sur quelle distance? Ah, fait que je cherche le delta X. Faut-il le comprimer pour que son énergie potentielle élastique passe donc à une deuxième énergie de 8,5 millijoules. Nous autres, on n'aime pas ça, donc les millijoules, on va rediviser donc par 1000. Fait que dans le fond, nous autres, dans notre formule ici de l'énergie potentielle élastique, on va aller isoler ça ici. Isoler, donc notre delta X. Comment qu'on fait? C'est que le contraire de diviser par 2, c'est fois 2, donc 2 fois l'énergie potentielle. Le contraire de fois K, c'est divisé donc par K. Puis le contraire d'exposant 2, c'est la racine. Fait que tantôt, là, je vais pouvoir, tiens, utiliser ma formule là, telle qu'elle. Je peux déjà la commencer, pardon. Puis je vais regarder finalement qu'est-ce qui me manque. Fait que dans le fond, tout ce qui me manque, c'est le K que je n'ai pas, parce que mon 2, ça c'est correct. Mon étirement, mon énergie potentielle élastique 2, énergie potentielle élastique 2, je l'ai. Fait que mon K, je ne l'ai pas. Fait qu'il va falloir que je commence en premier par aller chercher ça. Fait que je vais prendre la même formule. Donc là, je vais vous la mettre à côté là, pour être capable d'isoler donc avec vous. Il y en a qui sont un peu moins à l'aise donc pour isoler. Ça fait que je recopie donc la même formule. Cette fois-ci, je vais aller isoler le K. Fait que le contraire de diviser par 2, c'est fois 2, donc 2 fois l'énergie potentielle élastique. Ensuite de ça, le but, c'est d'avoir mon K tout seul, là, de ce côté-ci. Le contraire de fois delta X à la 2, ben, c'est divisé par delta X à la 2. Là, on les a juste donc inversés, là, tout simplement. J'ai mis le K en avant. Fait que je vais faire 2 fois mon énergie potentielle élastique 1 divisé par ma petite compression donc de ressort premier. Là. Fait que dans le fond, il fallait catcher que cet étirement-là allait avec l'énergie potentielle 1. Puis nous autres, pour une énergie potentielle 2, ben, on voulait aller chercher son étirement. Donc, c'est sûr que je vais aller donc rentrer mon K ici, comme ça. Je vais faire 2 fois donc mon point 0,085. Je divise par ma constante de rappel du ressort parce qu'on a utilisé le même ressort dans l'étirement 1 et dans l'étirement 2. Je n'oublie pas de faire la racine et ça va me donner mon étirement. Fait que si on voit que ça ne donne pas un chiffre qui fit là, avec un étirement là, ici là, qui est un peu dans les mêmes 16 de données, là, ben, c'est sûr qu'on s'est trompé en quelque part. Au côté, on nous dit au cours d'une partie de baseball, donc un joueur, là, je vais changer ma page aussi pour que je sois capable de suivre, frappe la balle et l'envoie au-delà de la clôture qui délimite le jeu. La balle est attrapée par une spectatrice située à une distance. Bien, ça, j'imagine que ça va être la position finale de la balle, là, de 5,16 mètres au-dessus de la hauteur initiale de la balle. Ah, fait que la masse de la balle est de
150 grammes. Et en passant, nous autres, on n'aime pas ça, donc les grammes, fait qu'on va diviser par 1000 pour mettre ça en kilogrammes. Et sa vitesse initiale est de 130 km/h. Ben voyons, nous autres, on n'aime pas ça, les kilomètres-heure. Fait qu'on va faire fois 1000 divisé par 3600 pour mettre ça donc en mètres par seconde. Au moment, ça c'est notre question A, où elle est attrapée par la spectatrice, quelle est l'énergie cinétique de la balle? Fait que je cherche l'énergie cinétique de la balle à son arrivée. Bon, fait que là, moi, dans ce temps-là, là, je vous conseille de commencer par la fin. Là, je vais vous enlever, là, je vais vous mettre juste le calcul, donc comme ça ici. On cherche, nous autres, l'énergie potentielle. On cherche l'énergie cinétique, excusez. Mon Dieu, je me demandais qu'est-ce qu'on cherchait. Donc, on cherche donc l'énergie cinétique un coup que la balle est attrapée. On va aller voir qu'est-ce que je peux calculer. Dans ce temps-là, là, on va travailler avec toutes les énergies qui existent. Énergie cinétique, l'énergie potentielle gravitationnelle. Il n'y a rien qui s'étire, fait que je ne travaillerai pas avec l'énergie potentielle élastique. Fait que ça m'en fait une de moins. Je vais aller voir qu'est-ce que je peux calculer avec l'énergie cinétique. Ah, ben, je suis capable d'aller faire une demi fois ma masse fois ma vitesse, donc initiale. Ah, fait que si je travaille avec ma vitesse initiale, bien ça, c'est mon énergie cinétique initiale lorsque la balle part, lorsque la balle est frappée. Dans ce temps-là, quand l'énergie cinétique initiale est à son maximum, on avait vu que l'énergie potentielle gravitationnelle est à son minimum, donc est à zéro. Fait que ça, bien, en fond, si c'est à zéro, je n'aurais pas à le considérer. On va le voir si je suis capable d'aller calculer l'énergie potentielle en passant. Ça, c'est cette formule-là, là. Hop, qu'on a utilisée. Puis ici, on va aller utiliser cette formule-là, l'énergie potentielle. Donc, énergie potentielle, on se rappelle que c'est la masse fois mon G, ça va bien, fois donc ma distance, là, ou dans le fond, donc ma position, donc ma hauteur. Donc, ma hauteur, tiens, on va mettre ça de même, de 5,16 mètres. Puis, ça va me donner ça ici. Là, vous allez dire, ah, ben ça, c'est mon énergie potentielle gravitationnelle initiale ou finale? Bien, c'est sûr que si l'initiale est égale à zéro, bien, c'est sûr que ici, on fait affaire à l'énergie potentielle gravitationnelle finale. C'est le moment où la balle est attrapée. Donc, son énergie donc, est en partie cinétique, puis en partie aussi donc potentielle. En passant, on avait vu hein, que l'énergie potentielle initiale était égale à l'énergie potentielle finale ou que l'énergie mécanique, hein, c'est l'énergie totale, c'est égal à la somme de toutes les énergies. Énergie cinétique initiale plus l'énergie cinétique finale, je ne sais pas si vous comprenez, là, plus l'énergie potentielle, donc initiale, et ainsi de suite. Puis que, nous autres, quand on va chercher la variation d'énergie, donc cinétique, ou la variation d'énergie, donc potentielle, bon, on sait que c'est tout le temps notre énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Ça aussi, donc, c'est la même chose, là. Énergie potentielle finale moins énergie potentielle initiale. Fait que dans le fond, si je comprends bien, on va aller égaler que l'énergie, toutes les énergies donc initiales sont égales à toutes les énergies donc finales. Donc la somme ou le total des énergies initiales, c'est égal à la somme ou au total des énergies donc finales. Fait que je suis allée additionner les deux. On avait vu que dans un cas, ben, l'énergie potentielle gravitationnelle initiale est égale à zéro. Ici, énergie cinétique initiale, on avait dit que c'était égal à 97,7 et que l'énergie potentielle gravitationnelle finale était égale ici à 7,59. Puis moi, qu'est-ce que je cherche? C'est elle, celle-là ici. Fait que je vais aller l'isoler. Je vais envoyer le 7,59 joules de l'autre côté, puis ça va me donner 90,1. Là, s'il y en a qui font comme moi, mais moi, là, j'ai juste fait la soustraction parce que j'ai catché là, comment que ça marchait, mais c'est correct aussi, là. Donc, ça ne me dérange pas pantoute, 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 juste la petite soustraction, autant qu'on ait le calcul. Numéro B, au moment où elle est attrapée par la spectatrice, quelle est la grandeur de la vitesse de la balle? Fait que ça veut dire que j'imagine qu'on cherche la vitesse finale. Là.
en kilomètres-heure. Oh, fait qu'après ça, donc on va convertir. D'habitude, on fait fois 1000 divisé par 3600. Là, on va diviser par 1000 fois 3600, comme ça ici. Fait qu'ici, moi, je vais aller chercher donc l'énergie cinétique. Qu'est-ce que je cherche dans l'énergie cinétique? Donc, c'est la vitesse, donc ici, que je vais aller isoler. Donc là, on isole comme il faut. Le contraire de diviser par 2, c'est fois 2. Le contraire de fois m, c'est divisé par m. Le contraire d'exposant 2, c'est la racine. On envoie ça ici. Fait que 2 fois l'énergie cinétique, donc l'énergie cinétique qu'on a trouvée ici, ouf, mais en tout cas, si on s'est trompé en A, on se trompe partout, divisé par la masse. Et c'est clair qu'on va convertir nos mètres par seconde en kilomètres-heure, puisque c'est demandé dans le texte. On s'en vient ici, donc au numéro 9. Je tourne ma page, donc aussi. Je pense qu'il nous reste, je vais regarder ça, je pense qu'il nous reste 2 ou 3 pages. 2 pages. Bon. Fait qu'au numéro 9, une fronde peut propulser une pierre, de genre un petit roche, là, de 15 grammes. Donc, ça, c'est la masse. Et en passant 15 grammes, boy, on déteste ça. Fait qu'on va me diviser par 1000 pour le mettre en kilogrammes jusqu'à une hauteur de 32 mètres. Donc, ça, c'est la hauteur ou le delta Y ou la distance. Là, on s'en fout. Quelle quantité d'énergie potentielle élastique est emmagasinée dans cette fronde? Fait que moi, tout ce que je vais faire, c'est que je vais aller calculer l'énergie potentielle, donc, dans le fond, donc gravitationnelle, parce que je sais que j'ai une hauteur maximale, donc, à propulser la pierre. La pierre, elle a une masse que je connais. Le G, je le connais aussi. La hauteur, je la connais ici. Fait que c'est clair que juste avant que la pierre donc, soit lancée, toute son énergie donc, est élastique, puis ben, l'énergie potentielle gravitationnelle va être à zéro. Parce qu'on sait que lorsque la balle va être lâchée, ben, juste là, finalement, donc avant, il est plein d'énergie potentielle élastique qui vont se transformer. Mon énergie potentielle élastique, elle va diminuer, tandis que mon énergie potentielle gravitationnelle va augmenter. Puis quand il y en a une qui va être égale à zéro, bien l'autre va être à son maximum. Fait que c'est clair que si je suis capable, parce que là, ma balle, je ne connaissais pas sa vitesse, fait que je ne pouvais pas faire une demi fois la masse fois la vitesse au carré. Je ne connaissais pas non plus la constante d'étirement, donc du ressort de l'espèce d'élastique là, pour la fronde. Fait que la seule affaire que je pouvais aller calculer, c'est mon énergie potentielle gravitationnelle qui, dans le fond, qui provient de mon énergie potentielle élastique. Numéro B, jusqu'à quelle hauteur la même énergie potentielle élastique pourrait être propulsée si cette fois-ci, la masse serait de 30 grammes? Fait qu'on va aller diviser par 1000 pour l'avoir de 30 grammes. Je vais aller isoler cette fois-ci, donc la hauteur. Donc, on peut mettre un H là, si on n'aime pas, là, donc le delta Y. Pour isoler le H, ben, j'envoie le M en dessous, j'envoie le G en dessous, donc je divise. Fait que tout ce que je vais avoir à faire, c'est mon énergie que j'ai trouvée ici, divisé par ma nouvelle masse, divisé donc par mon G. Fait que la hauteur, finalement, donc, serait de 16, tout simplement, donc mètres. Fait que, dans le fond, c'est une hauteur qui est divisée par 2. Là, de tantôt, on était à 32. Puis là, ben, la hauteur est 2 fois moins, donc est de 16 environ. Une assiette de pâte, mon Dieu, est lancée dans un four à micro-ondes, bang. Si la puissance du four est pas lancée, elle est placée dans un four à micro-ondes, bravo. Donc, je trouvais ça bizarre. Donc, la puissance est de 280 donc, watts, donc, je me trouve vraiment drôle, et qu'il faut fournir donc une énergie de 33,6 kJ pour réchauffer ce plat. Durant combien de temps, delta T, ce four à micro-ondes devrait-il fonctionner? Ben là, c'est la formule de la puissance. Moi, je vais aller chercher le temps, fait que je vais aller isoler. Qu'est-ce que je peux faire? C'est d'interchanger la puissance donc, et le temps. Fait que ici, je vais faire donc mon travail là. Donc, mon travail là, que je suis allée donc, chercher puis que je vais mettre donc, en joules. Hein. On ne peut pas travailler avec des kilojoules dans la formule. Je vais faire ça en faisant fois 1000. Je divise par la puissance. Puis là, ben, c'est facile. C'est l'utilisation, là, bing-bang, de ma formule de la puissance. Et ça va me donner un temps de 120 secondes. De l'autre côté, on a du petit blabla. La plupart des satellites en orbite autour de la Terre décrivent une trajectoire elliptique plutôt qu'une trajectoire circulaire. Donc, ça fait ça plutôt que, tu sais, mettons autour de la Terre est ici, là, au lieu là, de faire un rond là, vraiment complet.
Cela implique qu'à certains moments, ils sont plus éloignés de la Terre, tandis que d'autres, ben, ils sont plus rapprochés. Donc, on le voit super bien. Donc, ici, on est plus rapproché, puis là, on est plus distant. Donc, le rayon n'est pas constant partout. À quel moment leur vitesse est-elle la plus grande? Ben, c'est lorsque les satellites s'éloignent de la Terre, lorsqu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment plus loin. Pourquoi? Parce que l'énergie potentielle ben, augmente, puis leur énergie cinétique, dans ce temps-là, ça fait l'inverse, diminue. Fait que contrairement à ça, ben, quand que la planète ou le satellite, ou peu importe, pas la planète, mais en tout cas le satellite, là, ça va être mieux, se rapproche de la Terre, ben, l'énergie potentielle, elle diminue. Puis l'énergie cinétique, elle augmente parce qu'il y a moins d'attraction donc envers la Terre, fait qu'elle peut aller à une vitesse un petit peu plus élevée. Fait que dans le fond, plus ils sont près de la Terre, plus leur vitesse est élevée. Numéro 12. Quelle transformation d'énergie est décrite dans chacun des exemples suivants? L'enfant remonte un ressort d'une boîte à musique. Ben, c'est son énergie avec ses mains, ses muscles, qui est d'origine chimique, mais on s'en fout avec ce qu'il mange, là, qui est transformée en énergie potentielle élastique. Nathaniel met en marche son grille-pain, donc c'est l'énergie électrique qui se transforme pour faire chauffer sa rôtie, sa toast en énergie thermique. Mon Dieu, c'est la première fois que je dis rôti pour faire cute. Une pomme tombe d'un arbre, fait que c'est l'énergie potentielle gravitationnelle qui se transforme en énergie donc cinétique. Un panneau solaire est exposé au soleil, ben, c'est l'énergie électromagnétique du soleil qui se transforme en énergie électrique. Il y en a qui vont dire, je peux-tu dire une énergie solaire qui se transforme en énergie électrique? Oui, ça ferait très bien. Numéro 13. Si l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, pourquoi nous demande-t-on de faire des efforts pour économiser? Parce que l'énergie, donc, est inépuisable. Par contre, ben, il y a des sources d'énergie qui ne sont pas renouvelables. C'est comme les combustibles fossiles, quand ils sont brûlés, ben, sont brûlés. Fait que, oui, on dépend donc de nos sources d'énergie, puis on peut venir à manquer d'énergie si elle n'est pas donc renouvelable. Fait que oui, il faut économiser ou remplacer par d'autres sources d'énergie comme l'énergie éolienne puis l'énergie solaire. Numéro 14. Sur une planète sans atmosphère, un objet en chute libre voit son énergie passer de la forme potentielle à la forme cinétique, ça m'a bougé. Le total de ces deux formes d'énergie demeure toujours constant. En présence d'une atmosphère, cependant, un objet en chute libre atteint plus ou moins rapidement une vitesse limite. Son énergie cinétique demeure alors constante, tandis que son énergie potentielle continue de diminuer. Qu'arrivera-t-il à l'énergie manquante? Bien, l'affaire, c'est que l'énergie manquante, là, elle est transformée sous forme d'énergie thermique parce que c'est dû au frottement donc, de l'objet dans l'atmosphère, à résistance de l'air ou résistance avec le vent, frottement ou le vent, peu importe. Fait que c'est sûr qu'il y a une petite partie perdue qui va pas perdue, donc qui va se transformer tout simplement en énergie thermique. Fait que le prochain cours, parce que je pense on vient de faire le tour de la section 8.2, oui, on va y aller avec la synthèse des exercices du chapitre 8. À la prochaine!